Mesdames, Messieurs, bienvenue en cette maison, Monsieur le maire de Nancy, que nous remercions de son hospitalité pour cette remise des prix des droits de l'homme. Et avec Laurent, maire de Nancy, et avec Françoise, mon épouse, commissaire générale du livre sur la place, je suis très heureux de vous retrouver par une journée superbe. Et je pense que l'esprit et la lumière au propre et au figuré se rejoindront à un même niveau d'intensité. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce patrimoine exceptionnel, porteur de valeurs humanistes très fortes, que votre présence ici conforte parce que je sais que nous partageons tous ces valeurs. Avec les membres du jury auxquels j'exprime ma gratitude, je salue chaleureusement notre président d'honneur, Pascal Pic, paléoanthropologue. Hein, je vous promets de le faire qu'une fois, celle-là, au Collège de France, et que je vous prie d'applaudir très fort. Cher Pascal Pic, votre nom a longtemps été associé à celui du professeur Yves Coppens, on en parlait tout à l'heure, l'un des pères de Lucie qui, au Collège de France, fut titulaire de la chaire de paléoanthropologie et préhistoire. J'ai d'ailleurs noté que c'est cette rencontre avec lui et avec Lucie qui a décidé de votre orientation. Vous le savez, par ailleurs, Yves Coppens a des liens très forts avec Nancy, son agglomération, et des liens vivants. Vous êtes un vulgarisateur talentueux, vous êtes connu et reconnu comme spécialiste de l'évolution de l'homme, des grands singes, mais aussi des entreprises, des sociétés, et comme tout change en ce moment, l'évolution est devenue une vision historique, une vision qui s'inscrit dans le temps, mais qui est aussi une vision extrêmement rapide aujourd'hui et qui quelquefois nous interpelle, voire même déséquilibre un petit peu notre vision assez classique. Actuellement, vous collaborez avec le monde économique, avec le monde social, avec les entreprises, sur les questions d'adaptation, de management, de groupe et d'innovation. Aujourd'hui, l'heure est venue, mesdames et messieurs, de l'intelligence collective. Et je crois qu'à travers cette vision, à travers cette alliance des territoires, à travers cette vision transversale de la progression et de la gestion de la société, il y a un monde nouveau qui est inventé, pas si loin de nous, à portée de main. Et c'est quelquefois parce que nous butons sur cette vision nouvelle, que nous avons nos propres habitudes, que nous avons du mal, et je dirais comme médecin que c'est quasi naturel, soit à nous remettre en cause, soit à regarder loin, soit à regarder près, et à faire cette synthèse. Vous êtes donc un auteur de référence, ayant publié de nombreux ouvrages scientifiques et des essais grand public. Parmi vos passionnants ouvrages, j'avais été saisi en lisant Lucie et l'obscurantisme, belle réaction éclairée contre la montée des créationnistes dans le monde, alors que, comme maire à l'époque, je venais de recevoir l'Atlas de la création qui était distribué gratuitement dans toutes les communes et dans l'éducation nationale. À l'évidence, à travers vos ouvrages, vous êtes une force de pédagogie. Et je crois que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, pour s'orienter, dont chacun d'entre nous a besoin aujourd'hui, c'est de pédagogie, c'est de simplification de la complexité. C'est aussi avoir une force de proposition, à la fois une force de résistance à l'obscurantisme, et je crois que là où vous êtes, vous exercez un devoir de vigilance utile. C'est aussi pourquoi, avec vous, cher Pascal Pic, je suis heureux à présent de proclamer comme lauréat de l'édition 2016 du prix Livre et Droits de l'Homme de la ville de Nancy, M. Michel Etchaninov, pour son ouvrage « Les nouveaux dissidents aux éditions Stock ». Un grand bravo. Voilà. Votre livre
constitue un document précieux. On n'imagine pas que vous avez fait tout ce tour du monde dans des endroits les plus insolites et les plus difficiles, hein. Et votre livre constitue un document précieux pour qui veut comprendre l'essence même de la dissidence. J'ai également été sensible à la manière dont vous prônez l'importance de bien nommer les choses pour éviter des impostures. En révélant les nouveaux dissidents, votre livre nous replonge en même temps à chaque fois dans l'histoire de belles figures, de belles personnes qui, par leur courage, ont ému le monde souvent. Il montre ainsi que, quelle que soit la difficulté des temps, il y a toujours des étincelles, je dirais des pépites, pour partir dans la bonne direction. Il y a toujours ces pépites humanistes, porteuses de l'audace d'espérer. Quelquefois, c'est extrêmement modeste, mais il y a toujours de l'homme, de la résistance, de l'envie de prôner ces valeurs. Après l'intervention de Pascal Pic, à qui je vais céder la parole dans quelques minutes, il reviendra à notre ami Christophe Onodibio, il est où? Ah, par là, l'exceptionnel barbu sympathique, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, de vous interviewer publiquement. Mais avant et en guise de conclusion, je tenais à vous dire, Michel Naninov, que votre ouvrage est au cœur de la vocation de ce prix, mettre en lumière l'engagement remarquable de femmes et d'hommes qui, souvent peu médiatisés, se battent ici et ailleurs en faveur de la dignité humaine. C'est aussi pourquoi, au nom du jury, avec Laurent Hénard et avec Françoise, je voudrais souligner votre mobilisation personnelle en faveur des causes que vous défendez. Je suis informé du succès de vos démarches pour rapatrier en France l'un des personnages de votre livre, Madame Miranda Xitati, car elle est menacée de mort au Mexique. Je sais aussi que vous avez d'autres projets passionnants pour aider les dissidents dans le monde. Bravo pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, et sachez qu'au-delà de cette manifestation, nous sommes et nous resterons à vos côtés. Je vous en remercie. Alors, normalement, je dois vous remettre une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'en avez-vous fait ? Voilà. Merci, messieurs les banquiers porteurs de bonnes nouvelles. Alors, à vous de jouer, monsieur. Merci, monsieur Rossineau. Donc, monsieur le président Rossineau, monsieur le maire et toutes les autres personnalités présentes, mais pardonnez-moi, on ne s'est pas croisés, donc que personne n'aille se vexer, mais en tout cas, merci de votre présence et de nous honorer pour ce Grand Prix. Alors, je dois dire que j'étais extrêmement surpris quand Madame Françoise Rossineau m'a appelé en me disant, voilà, nous avons un jury des prix des droits de l'homme et nous aimerions que vous soyez le président d'honneur. Alors évidemment, j'ai été voir sur Internet, mais c'était rapide parce que Madame Rossineau également m'a envoyé l'information. Rendez-vous compte de l'excellence de ce prix qui remonte quand même à Madame Simone Veil. C'est quand même assez considérable. Donc je suis un président d'honneur qui est quand même très honoré, c'est le moins qu'on puisse dire. Derrière cela, effectivement, dans le cadre de ce magnifique, non pas salon du livre, enfin c'est un salon du livre, mais qui s'appelle le livre sur la place, il est très clair qu'un tel prix est d'un enjeu absolument considérable, vous en doutez bien, puisque nous vivons une époque, M. Rossineau l'a rappelé rapidement, qui ne va pas changer, qui n'est pas en train de changer, qui a déjà changé. Et la question des droits de l'homme, comme de la laïcité, sont au cœur de tout cela. Pour quelle raison? Parce que d'abord, nous avons, et on en parle depuis 20 ans, mais les conséquences sont là, nous avons une mondialisation économique qui va extrêmement vite. Ça va tellement vite qu'une ville comme Shenzhen,
En Chine, mesdames et messieurs, on a encore la vision chez nous que la Chine est l'atelier du monde. Non, Shenzhen est déjà complètement dans le numérique et les villes de Chine sont déjà en train de délocaliser dans d'autres pays. La Chine vit une accélération extraordinaire de ce que nous avons connu pendant un siècle. Ce monde va extrêmement vite. Également, COP21, et parce que je suis associé à ces réflexions, réchauffement climatique, effondrement des biodiversités, on en a parlé récemment, avec des espèces comme les gorilles qui sont inscrites dans la rubrique des espèces au niveau critique. Elles sont plus en danger, elles sont au niveau critique. Et tout ça, ça va très vite. C'est aussi des parts de notre humanité qui s'en vont. Et également, et j'y reviendrai en conclusion, la révolution numérique qui a déjà complètement bouleversé nos modes de vie, nos modes de consommation, nos habitudes culturelles et nos relations donc à l'information. Alors, d'abord, être dans ce jury, c'était une aventure extraordinaire parce que j'ai eu des livres que je n'aurais pas lus, tout simplement. Donc d'abord une sélection exceptionnelle. Et cher Michel, nous en parlions à déjeuner, donc, et Tchaninov, c'est que c'est un prix qui a fait l'objet de discussions très tendues, très argumentées, de trop de qualité. Et je peux vous dire que la concurrence était là dans la qualité et dans les sujets. Donc il y avait un véritable enjeu et ce qui rehausse évidemment toute la qualité de ce prix qui vous est décerné. Car en fait aujourd'hui, avec notamment ce qui se passe en France et en Europe, avec tous ces flux migratoires, on ne parle jamais autant que des droits de l'homme. Mais d'où viennent les droits de l'homme ? Quelles sont les différentes approches philosophiques, culturelles autour de ces droits de l'homme? Et ça, c'est un très joli livre qui s'appelle « Le procès des droits de l'homme », un peu technique, je vous l'accorde, mais un excellent livre pour les personnes qui voudraient creuser cette question, de Justine Lacroix et de Jean-Yves Pancher. Donc c'est vraiment toute la philosophie, tout ce qui a, pendant 2 siècles, abouti à ces droits de l'homme, notamment au niveau international. Mais comme vous le savez, la France y a beaucoup contribué. On oublie toujours aussi les Écossais. Il y a aussi la question de la migration et de la citoyenneté. Là, c'est un livre qui est absolument remarquable, qui est très bien écrit. C'est notamment... Comment se fait-il que des Maghrébins, mais si on est issu d'une famille algérienne ou d'une famille marocaine, ce n'étaient pas les mêmes processus de la colonisation. Eh bien aujourd'hui, ça a des effets considérables qui nous permettent de comprendre les attitudes de certains jeunes aujourd'hui dans ce rapport à la citoyenneté française. Et ça, c'est un livre absolument remarquable qui s'intitule donc « Le sens de la République » de Patrick Vell et Nicolas Truong, journalistes au Monde. Et c'est vraiment un excellent livre aussi. Et donc vraiment, ça m'a beaucoup apporté pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. L'actualité est très sensible, comme vous le savez, et évidemment, il y a cette difficulté que nous connaissons à Calais. Et vous l'avez vu récemment dans les médias, les gens de Calais manifestent parce que c'est très compliqué pour eux. Alors, il y a un livre qui est très très bien avec une personne très engagée, Madame Marie-France Colombani, qui a commis un livre très intéressant avec Damien Roudot. Et je leur reproche quand même d'être un petit peu trop vif vis-à-vis des réactions des gens de Calais. Parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, que tout flux migratoire perturbe les écosystèmes quand c'est les espèces, perturbe les sociétés. Et donc, je ne dis pas qu'il faut accepter certains propos qui peuvent sembler violents, comme on le voit dans les médias, mais sachez que si vous aviez là, aux portes de cette belle ville et de cette belle place Stanislas, d'un seul coup, 10 000 personnes qui viendraient dans des difficultés majeures, au bout d'un moment, il y aurait des difficultés et vous pourriez en être évidemment excédé. Donc voilà, c'est un appel à la compréhension, c'est pas un appel à excuser les écarts ou à être hyper tolérant. Ce livre témoigne de cela et il me semblait très important évidemment de le rappeler. Alors évidemment, il y a de vraies difficultés parce qu'on ne les connaît pas, ces personnes. Et il y a un album superbe de photographies dont le titre est en anglais, I am with them, je suis avec eux. Et ce sont des portraits de personnes. Et vous savez que quand on connaît les personnes, c'est comme avec les voisins, pardonnez-moi. Vous savez, votre voisin qui sort sa tronçonneuse au moment que vous buvez votre apéritif, vous avez envie de lui taper dessus, quoi. Mais quand vous connaissez votre voisin, vous le connaissez, ah ouais, c'est mon copain qui taille sa haie, on va boire un coup ensemble. Eh bien, c'est un peu ça, pardonnez-moi, c'est un peu trivial. Mais quand on connaît les autres, qu'on voit leur humanité, qu'on connaît ces personnages, évidemment, on a un autre rapport à l'immigration, à ces personnes qui sont déshéritées. Et ce livre est absolument remarquable, et certainement, il est
il est beau parce que les hommes et les femmes qui sont dedans sont de belles personnes. Et ces photographies le mettent en œuvre. Alors évidemment, bien sûr, nous sommes confrontés à ces flux migratoires, ces gens qui partent du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Sachez que nos civilisations viennent de là, hein, nos agricultures viennent de là. Hein. Mais derrière cela, effectivement, ces gens qui cherchent de la liberté et qui espèrent la terre des droits de l'homme, la terre des droits de l'homme elle-même est meurtrie, comme vous le savez, en moins d'une année dans notre pays. Et là, il y a deux beaux livres, un qui est par un historien qui est superbe, qui s'appelle « Ce que dit Charlie », donc de Pascal Horry. Ce livre est à lire. Et puis un livre témoignage, à l'écriture difficile, avec un style qui choque, qui est heurté et pour cause, c'est Antoine Léris, « Vous n'aurez pas ma haine ». Et cet homme nous donne effectivement ce choc, mais il ne veut pas sombrer là-dedans, et pourtant, vous verrez, et comme vous le savez, comme il a souffert. Mais je veux faire écho à ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure au moment de l'inauguration. Monsieur le maire a très bien dit qu'effectivement, il y a Daesh, il y a l'islam. Et Monsieur le maire a dit, c'est pas pour être courtois, il dit faire plaisir. J'ai moi aussi mon franc-parler. J'ai eu un bon professeur qui est Yves Coppens, mais le franc-parler n'empêche pas la courtoisie. Mais en l'occurrence, je souscris complètement à ces propos tout à l'heure de Monsieur Laurent Hénard, qui disait il y a des problèmes plus profonds qui sont derrière. Nous nous focalisons sur Daesh. Daesh va être éliminé, mais attention, cette affaire n'est pas terminée, parce que dans le cadre du monde entier, dans le monde où on est, regardez ce qui s'est passé dans l'horreur de Nice. Ce personnage odieux s'est raccroché à Daesh au dernier moment. Et vous avez un excellent numéro d'un magazine qui est partenaire de ce bel événement, qui s'intitule Philosophie Magazine. Son rédacteur en chef, Alexandre Lacroix, et Michel y participe à ce magazine aussi, et il suit très bien ces affaires actuelles. Et il parle, dans cet article, ça vient de sortir, hein, il parle de Uber-terrorisme, comme Uber-pop. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des personnes qui ne sont pas très structurées, qui sont informées quand même, qui sont influencées, mais qui ne sont pas dans une organisation, qui ne sont pas inscrits, qui regardent. Tout le monde peut voir ce qui se passe sur Internet. Et ces gens-là, d'un seul coup, c'est comme Uber-pop, ça veut dire ce que ça veut dire. Je fais un acte absolument odieux et je me raccroche, soi-disant, à une partie de l'islam qui n'est pas l'islam en général. Donc attention de ne pas tomber dans ces pièges qui nous sont tendus. Et d'ailleurs, certains politiciens, je vous dois dire que ça m'agace énormément, qui disent qu'il faut restituer la peine de mort. Je me demande ce que peut être l'efficacité de la peine de mort pour des gens qui se suicident. Non, mais on voit bien ce que veut dire le message. Vous comprenez bien à qui ça s'adresse. Okay. Donc attention à ces dérives, c'est extrêmement dangereux. Nous sommes dans un monde qui change donc extrêmement vite. Et les droits de l'homme, c'est aussi des devoirs. J'ai le plaisir de partager plusieurs think tanks, vous en avez parlé, cher Monsieur Rossineau, et notamment sur les nouvelles énergies et tout ce qui se passe actuellement et qui bouge extrêmement vite. Eh bien, j'ai lu un article traduit dans le Courrier international d'un journal allemand avec quand même ces notions de droits de l'homme. Oui, on comprend que les personnes viennent chez nous pour bénéficier des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est une histoire, c'est aussi un engagement, c'est aussi des devoirs. Et je crois qu'il y a un discours aujourd'hui d'une partie de la population qui est, le terme n'est pas très beau, mais droit de l'homme humaniste, droit de l'humaniste, on dit, ou droit d'humaniste, qui disent qu'il faut donner les droits, mais sans formation, sans devoir. Eh bien, dans ce papier, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui migrent que d'hommes, comme vous le savez, enfin beaucoup plus d'hommes qui migrent que de femmes, pardonnez-moi. Et on a des femmes qui viennent du Proche-Orient et qui ont des allocations qui sont octroyées par le gouvernement de Madame Merkel, l'État fédéral et aussi les Länders. Eh bien, les hommes les suivent et les hommes n'acceptent pas cette situation parce qu'ils considèrent que ces femmes ne doivent pas avoir d'indépendance financière et d'avoir la maîtrise de leur devenir. Donc, et ces hommes, par certains, repartent. Donc on voit bien que c'est très compliqué cette affaire-là, parce qu'effectivement, il y a des enjeux vraiment anthropologiques. Et j'ai vraiment accepté cette invitation à devenir, c'était pas difficile d'accepter, je peux vous le dire, d'être président d'honneur, parce qu'effectivement, on parle de l'islam, on parle de mouvements économiques, mais il y a des aspects anthropologiques profonds. Et ça, c'est un des derniers livres que je n'ai pas cité, qui s'appelle La Dangereuse, qui est une femme formidable, qui s'appelle Lumna Adiba, et qui montre qu'effectivement, il y a de réelles difficultés traditionnelles dans beaucoup de pays. Et là, on ne saurait accuser une religion ou une autre, ne commettons pas l'erreur de faire des amalgames trop
trop rapide. Et enfin, j'en viens évidemment à Michel Etchaninov, ce livre absolument superbe. Et effectivement, il nous rappelle que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, qui sont liés à Daesh de manière plus ou moins directe, eh bien, il y a des problèmes partout dans le monde. C'est ça que nous montre ce livre, et que partout, vous avez des hommes et de femmes qui... Et il donne la définition de ce qu'est la dissidence. Alors ça, je ne veux pas vous la donner, parce que c'est dans le livre, il faut que vous achetiez, que vous lisiez ce livre. C'est quoi un dissident? C'est pas quelqu'un qui cherche une position dans le monde, c'est pas quelqu'un qui cherche à se valoriser, c'est quelqu'un qui se révolte et qui met sa vie en jeu et qui, sans forcément se revendiquer des droits de l'homme, est un acteur essentiel des droits de l'homme dans leur sensibilité et leur courage. Et quel courage, c'est moins qu'on puisse dire. Et cette femme que vous citiez, cher monsieur Rossino, elle nous vient du Mexique. Là on ne peut pas parler de problème de l'islam, bien évidemment. Donc ce livre est absolument superbe parce que, effectivement, je suis très heureux que dans cet événement, j'ai revu mon ami Lilian Thuram, que je n'avais pas vu depuis un bout de temps, mon cher collègue pour un temps, monsieur Mabokou, qui est invité, donc qui était professeur invité au Collège de France. Et c'est important que nous soyons avec les étudiants, avec les élèves qui viennent voir que ces livres nous permettent de véhiculer cela et de le partager avec les auteurs. Donc bravo, bravo pour tout ce que vous faites ici. Et le dernier livre que je vais citer, je terminerai par là, parce que M. Rossino l'a évoqué par rapport à ce que je fais parmi d'autres. Il y a ce livre qui s'appelle L'homme nu de Marc Duguin et de Christophe Labbé. Et l'homme nu, eh bien, revenons à la littérature. Nous sommes dans un salon du livre. On pense à Camus, bien sûr, quand on parle de la liberté, mais quand même, on pense à Voltaire. Vous vous rendez compte, après les événements du Bataclan et de Charlie, la lettre sur la tolérance, enfin, le texte sur la tolérance, elle s'est vendue d'une manière extraordinaire. Et là, en ce qui concerne ce livre, il faut lire la Boétie, relire la Boétie, ce qu'on appelle la servitude volontaire. Qu'est-ce qui fait que vous et moi, avec ces machins que nous avons dans nos poches, nous nous géolocalisons, nous donnons nos informations, c'est le big data, tout ceci est donné. Nous perdons de notre citoyenneté parce que nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons. Mais j'utilise comme vous, attendez, je ne suis pas en train de vous fustiger, mais soyons extrêmement vigilants. Et aujourd'hui, et je crois que Michel en parlera derrière, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, les nouveaux dissidents, c'est les lanceurs d'alerte. On peut apprécier ou pas en fonction du droit d'aujourd'hui, la jurisprudence, mais aujourd'hui, il y a de véritables enjeux de liberté, de droits de l'homme sur toutes les données que vous donnez dès que vous connectez sur une plateforme pour utiliser des informations, pour donner des informations. La médecine, monsieur Rossino, médecin, nous avons une révolution dans la médecine qu'on appelle aujourd'hui la médecine 4P, où vous allez être connecté, ça joue sur l'éthique, ça joue sur la... Tout ça, mesdames et messieurs, est en train de changer, parce qu'effectivement, ce que nous rappelle le livre de Michel Etchaninov, c'est que les combats sont toujours là, partout dans le monde, mais qu'effectivement, d'autres combats pour les droits de l'homme sont à venir, parce que ce monde change très vite, et ce monde numérique est un monde plein de promesses, mais c'est un monde aussi qui peut être terrifiant, si nous n'avons pas cette vigilance de ce qu'est être un homme, une femme, et d'être extrêmement attentif à la pérennité des droits de l'homme. Merci, mesdames et messieurs. Christophe Onodibio va maintenant s'entretenir avec Michel Etchaninov. Et je voudrais juste signaler que dimanche à 14h30, Daniel Picouli interviewera Pascal Pic. Ici même, je pense que ce sera un moment passionnant. Et dire aussi que Michel Etchaninov dédicacera tout le week-end à la librairie Didier. Merci. Merci, chère Françoise Rossino, voilà, de nous introduire comme ça. Bonjour à tous, au nom du Point, je suis vraiment très honoré de vous présenter le livre de ce très beau lauréat, donc Michel Etchaninov, Les Nouveaux Dissidents, qui est paru chez Stock, dont viennent de nous parler si bien Pascal Pic et André Rossino, président de la métropole du Grand Nancy. Je remercie aussi Laurent Hénard, le maire de Nancy, de nous accueillir si bien, toujours à Nancy, avec ce temps sublime. Michel, bonjour. Bonjour. Alors Pascal a presque, évidemment, les dissidents, il va falloir qu'on creuse un peu la notion. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident aujourd'hui ? Je voudrais juste remercier aussi ce prix. Il y a une valeur dont le nom a été prononcé ici, qui a parfois du plomb dans l'aile, peut-être parce qu'elle dérange, en fait, cette valeur-là, alors qu'elle n'a jamais été aussi essentielle. Cette valeur, c'est l'humanisme. C'est un mot que j'adore. C'est un mot presque que je préfère à celui de droit de l'hommisme. Humanisme, parce qu'évidemment, on pense à Montaigne, à Rabelais, à Vinci, à la Renaissance, et on a bien besoin en ce moment de convoquer ces bons génies de la Renaissance. Alors Michel, de bons génies, vous en convoquez vous aussi dans ce livre,
qui qui vient à la suite d'un voyage dans la tête de Vladimir Poutine. Vous nous aviez plongé dans sa tête avec vos lunettes d'agrégé de philosophie, de russophone et de spécialiste de Dostoïevski, qui ajoute encore à vos grandes qualités. Ma première question, elle est simple. Est-ce que vous avez voulu changer d'air en allant au contact de ceux qui n'ont pas le pouvoir, qui le défient même, ce pouvoir, puisque comme une petite détox, au fond, après être allé chez Poutine, qui lui a le pouvoir et qui n'aime pas ceux qui le défient? Oui. Vous m'entendez? Oui. Merci Christophe. Permettez-moi juste, avant de vous répondre, de vous remercier extrêmement chaleureusement, de saluer Monsieur le maire, Laurent Hénard, Monsieur le président du jury, Monsieur le ministre, André Rossineau, Madame la commissaire générale du livre sur la place, Madame Françoise Rossineau, évidemment de remercier le président d'honneur du jury, Pascal Pic, et tous les membres du jury, parce que je ne m'attendais absolument pas à ce prix, tout simplement parce que vous venez d'entendre Pascal Pic, les livres qui étaient en lice étaient d'une grande qualité, et donc quand j'ai appris que j'avais l'honneur de figurer sur la liste des nominés, je me suis dit, bon, oublions tout de suite, il y a des livres bien meilleurs qui vont l'avoir. Donc j'étais très surpris, et juste avant de répondre, je dirais aussi que je suis évidemment très honoré parce que nous sommes dans une période, et on va y revenir tout de suite, justement en parlant de Poutine, de tous ces écarts qu'il y a dans le monde. On est dans une période très difficile pour les droits de l'homme, pour deux raisons. Je vais être très rapide. D'abord parce que les droits de l'homme, aujourd'hui, sont bafoués, à mon avis, de manière plus forte, plus violente qu'il y a encore quelques années. Si on voit quand la manière dont les choses vont vite, vous en parliez Pascal Pic, l'accélération des processus aujourd'hui est absolument effrayante. Quand on voit qu'en Turquie, une tentative de coup d'État peut être suivie par des purges massives dans des milieux entiers de la société, et que ce qui semblait... Sans réaction. Sans réaction aucune, en tout cas des réactions, mais aussi une sorte de sidération de la part des gouvernements du monde, eh bien on se dit que ce qui semblait impossible hier est possible aujourd'hui. Et je pense que ce sentiment, nous l'avons tous. Ce qui semblait encore impossible il y a quelques années, parce que les droits de l'homme devaient s'installer progressivement dans le monde, aujourd'hui, que ce qui nous semblait impossible devienne possible, est quelque chose qui nous donne le vertige. Et qu'on pense à la Turquie, à la Russie, à la Chine, avec un culte de la personnalité accrue, nous donne le sentiment que les droits de l'homme, aujourd'hui, sont encore plus bafoués qu'hier. Et ça, c'est pour ça que ce prix m'était tellement cher aujourd'hui, parce qu'il arrive dans un moment très difficile. Et pourquoi ce moment est difficile aussi? Deuxième raison, parce que, vous l'avez évoqué, Christophe, il y a un instant, le terme de droit de l'hommisme est clairement un terme péjoratif. Aujourd'hui, droit de l'hommiste est presque une insulte. Les droits de l'homme, c'est quelqu'un qui s'occupe des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui serait idéaliste, loin des réalités. Politiquement correct. Politiquement correct. Aujourd'hui, c'est devenu une insulte. Alors, il y a des raisons, on va en parler. Il y a les années 90, après la chute du mur de Berlin, on s'est dit que les droits de l'homme allaient s'installer partout avec la démocratie et qu'il n'y aurait plus jamais aucun problème et que le libéralisme économique et la démocratie allaient s'installer partout. Bon, on a vécu cette parenthèse droit de l'hommiste dans la politique et on a vu qu'elle a échoué. Donc, les droits de l'homme, aujourd'hui, sont doublement condamnés. Ils sont bafoués et ils sont condamnés comme vocables, comme termes. D'où mon idée, moi, d'aller voir sur le terrain ce qu'il en était. C'est-à-dire pas de rester au niveau des concepts, mais d'aller voir des hommes et des femmes. Voilà, donc ça, c'est voilà. Je voulais dire ça en préambule pour vous dire que voilà, je suis très, très surpris déjà et surtout très honoré de recevoir ce prix parce que effectivement, ce prix, je le reçois pas dans une période anodine. Je le reçois dans une période tendue, dangereuse, où tout est possible. Et donc, je pense que la mobilisation de chacun est nécessaire. Voilà. Et je vais justement en profiter. Ce que vous dites est très intéressant, mais justement, je voudrais poursuivre. Puis de toute façon, on va revenir au livre. Et en fait, c'est le sujet du livre. Mais vous venez de parler d'une période extrêmement difficile, compliquée aujourd'hui. Vous venez de parler de cette insulte, droit de l'hommiste, espèce de droit de l'hommiste. Est-ce que c'est pas plus qu'un moment où c'est difficile pour les droits de l'homme de s'installer, plutôt un moment où, au fond, la question des droits de l'homme, elle est totalement sacrifiée au nom d'intérêts géopolitiques? Vous avez parlé de la Turquie. Je vous dis, sans réaction, oui, il y a eu quelques réactions.
On ne peut pas dire qu'il y ait eu un branle-bas de combat, enfin l'expression est peut-être malheureuse, mais en tout cas, on laisse faire pour l'instant. Donc est-ce que finalement cette valeur-là, d'où la nécessité de ces nouveaux dissidents dont on va parler, est-ce qu'elle n'est pas au contraire plus qu'incertaine ou plus que fragilisée, totalement sacrifiée, parce que ce n'est plus une valeur qui dans la gouvernance mondiale finalement importe? C'est trop compliqué de considérer le paramètre droit de l'homme. Je pense d'abord on paye le prix de certaines naïvetés des années 90. Moi, je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'à un moment, et d'ailleurs, il y a un philosophe français qui s'appelle Marcel Gauchet, qui se demandait, dès les années 80, si les droits de l'homme pouvaient être une politique. C'est-à-dire si une politique pouvait être totalement gouvernée par les droits de l'homme. Et c'est vrai que les années 90 ont vécu ce moment d'ivresse lié à la chute du communisme, et où on se disait, finalement, il suffit d'appliquer les droits de l'homme partout. Et on a vu que c'est pas facile, évidemment, parce que le problème de l'imposition des droits de l'homme, c'est évidemment le problème d'intervention militaire en Irak, etc. Donc je pense qu'on paye peut-être ce moment de naïveté qu'on a eu dans les années 90 avec les droits de l'homme, où on s'est dit ça va être facile, mais en fait c'est jamais facile. Et puis on paye effectivement, vous le dites bien Christophe, le fait qu'aujourd'hui les droits de l'homme passent en deuxième position. L'exemple le plus saillant, le plus évident, c'est la Chine. Dès qu'un officiel évoque le problème des Tibétains, qui est toujours un problème énorme, puisqu'on est en train de vivre un génocide de leur culture dans le Tibet envahi par la Chine, ou tel dissident, eh bien, la Chine a une des réponses extrêmement vigoureuses. Donc en fait, on est dans un monde d'émergence de nouvelles puissances, aussi d'un nouveau paradigme intellectuel où les droits de l'homme ont moins de place, qui font que, effectivement, aujourd'hui, les droits de l'homme sont souvent oubliés et parfois un peu sacrifiés. Est-ce que les droits de l'homme, la notion de droits de l'homme ou même de démocratie, n'est pas victime aussi d'une perception qui a changé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certains pays, c'est plus du tout vu comme quelque chose d'universel, ce que devrait être droit de l'homme, mais comme une valeur occidentale, en fait, dont on pourrait se passer parce qu'on n'a pas à accepter ces valeurs occidentales quand on n'est pas un pays occidental. Alors ça, c'est la grande critique adressée aux droits de l'homme dans certains milieux universitaires ou intellectuels en Europe, mais aussi également dans des puissances émergentes comme la Chine, où on vous explique, où il y a des intellectuels qui vous expliquent que les droits de l'homme sont des valeurs purement occidentales, donc ne peuvent pas s'imposer de manière trop brutale à un pays qui a une autre tradition culturelle. C'est aussi un discours qui est très répandu en Russie, notamment, dans la Russie de Poutine, justement. Alors là, c'est compliqué, parce qu'effectivement, les droits de l'homme ont été créés avec un vocabulaire de la philosophie du XVIIIe siècle, Montesquieu, Rousseau, etc. Effectivement, les droits de l'homme ont servi parfois, en tant qu'universels, ont servi de prétexte à la colonisation ou au colonialisme culturel. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on préfère un concept qui se veut universel, qui est né en Europe, et dont, à mon avis, il ne faut surtout pas avoir honte. Le concept des droits de l'homme est un concept magnifique, justement en tant qu'universel. Est-ce qu'il faut absolument jeter et refuser les droits de l'homme parce qu'ils sont nés en Europe? Alors, ma réponse, quand je vois la situation aujourd'hui de la dissidence en Chine, par exemple, pour revenir sur cette question, c'est que je préfère qu'un concept soit né en Europe et que des Chinois eux-mêmes tentent de l'appliquer pour vivre de manière à peu près digne et libre, plutôt que de dire avec tous les officiels chinois que c'est du colonialisme occidental que de parler des droits de l'homme. Donc voilà, on est évidemment dans quelque chose de compliqué. Je pense qu'il faut... c'est une longue discussion, mais je pense que la critique des droits de l'homme, la condamnation des droits de l'homme est aujourd'hui le paravent des nouveaux autoritarismes. Et là, je vais me permettre de répondre à votre première question. C'est qu'effectivement, mon livre précédent, c'était sur Poutine, sur le discours de Poutine. J'ai lu tous ces discours sur le site du Kremlin, j'ai interrogé des acteurs de l'idéologie du Kremlin actuel, je me suis demandé quels étaient justement les fondements un peu philosophiques de tout ça, et j'ai vu qu'il y avait, de la part de Vladimir Poutine et de son entourage, une volonté de contrer l'Occident, de dire nous avons nos propres ressources, notre propre idée de la démocratie, qui est différente de la démocratie légale occidentale. Chez nous, c'est plutôt l'apologie du guide de la nation. Nous avons nos propres ressources culturelles, nous avons notre propre mentalité qui font que nous refusons
de nous aligner sur la politique occidentale. Et donc effectivement, je me suis rendu compte que dans le monde aujourd'hui émergeait énormément ce type de discours qui, pour asseoir un autoritarisme, explique que l'Occident n'a pas appliqué ses valeurs partout. Et donc ce que je voulais faire avec les nouveaux dissidents, effectivement, c'était d'aller voir non plus ceux qui sont au pouvoir et qui revendiquent un nouveau discours anti-occidental, mais d'aller voir dans ces pays-là des gens, des Chinois, des Mexicains, des Iraniens, en leur demandant ce qu'ils en pensaient. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'eux préfèrent évidemment l'application des droits de l'homme à l'occidental plutôt que de suivre un discours ultranationaliste porté par leurs dirigeants. Alors dans ce livre, Michel Tchaninov, donc c'est un livre de reportage aussi, c'est un essai, mais ce qui est très, j'allais dire, charmant, ce qui est passionnant, c'est que vous allez dans ces endroits, donc vous allez en Iran voir, c'est Rayhan, on prononce comme ça son nom. On va en parler d'elle parce que c'est très intéressant. Vous êtes allé aussi à la rencontre de Miranda Xitlali, qui donc cherche les restes des disparus de la lutte contre le narcotrafic. Zhen Jinyan à Hong Kong, qui était très connue, parce qu'on l'appelait la Aung San Suu Kyi chinoise, qui elle est une activiste et qui se bat. Alors son ex-mari était lui-même un dissident, qui se bat contre la domination des femmes par les hommes. Je voudrais savoir ce qui les réunit. Vous allez aussi voir celui qui va reprendre le flambeau tibétain. Quel âge a-t-il Karmapa, c'est ça? Il a 35 ans actuellement, le Karmapa. Voilà. Qui donc, lui, vous a parlé aussi de l'enjeu du Tibet et de l'oppression chinoise. Et qu'est-ce qui les réunit, tout ça? Parce que c'est vrai que, et comme ça, on va répondre à la question que posait Pascal Pic. Dissident, c'est un mot des années 70. C'est un mot qui, effectivement, nous ramène à Sakharov. C'est un mot qui est même d'inspiration religieuse, au départ. C'est quelqu'un qui mène le combat de l'intérieur. Or, ces gens-là, précisément, ne sont pas tous à l'intérieur d'un système. Donc, qu'est-ce qui unit tous ces combats de ces nouveaux dissidents? Et pourquoi le mot dissident? Alors, le mot dissident, je l'ai choisi justement parce qu'il avait un peu disparu. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il est capté par une partie de l'extrême droite. Alain Soral, par exemple. Alain Soral et ses camarades considèrent que ce sont des nouveaux dissidents face à un système noyauté par le complot mondial des juifs et des francs-maçons et je ne sais qui encore, mais enfin, ils ont inventé tout un système où ils se trouvent dissidents d'un système. En fait, on est le dissident d'un autre, toujours, c'est ça? Voilà, on est à l'intérieur, on ne se reconnaît plus dans ce système. Donc aujourd'hui, le mot dissident est capté par une partie de l'extrême droite, il faut le savoir. Moi, je voulais justement revenir sur ce terme parce que je suis convaincu qu'il a un sens aujourd'hui, qu'il faut justement le réhabiliter. Le mot dissident, vous l'avez bien dit Christophe, au départ, au XVIIe siècle, c'est les dissidences religieuses. C'est quelqu'un qui ne se reconnaît plus dans l'église à laquelle il appartient. Ensuite, dans les années soviétiques, dans les années 1960-1970, un dissident, c'est quelques dissidents qu'on entend. C'est sur la Palestine, c'est ça, je crois. On va en reparler tout à l'heure, parce que on s'est écrit. Un dissident, dans les années 70, c'est quelqu'un qui appartient au système soviétique, c'est un citoyen soviétique, mais qui ne se reconnaît plus dans ce système. Parce qu'il considère qu'il y a la censure, que c'est un système totalement dictatorial, etc. Et donc, dans les années 60-70, il y a des hommes et des femmes extrêmement courageux qui ont décidé de mettre en œuvre un acte de dissidence, alors qui est caractérisé, à mon avis, par trois traits principaux. Un dissident, c'est quelqu'un qui va protester de manière non violente. C'est pas un résistant, un dissident. C'est-à-dire qu'il pose pas des bombes. Il pose pas des bombes, il ne fait pas dérailler des trains. Toujours, ça c'est le point commun. Le dissident, c'est toujours non violent. Un dissident, c'est quelqu'un qui peut aller manifester sur une place, même s'ils sont que 8, comme en 1968, des dissidents que j'ai connus après, qui sont allés sur la place Rouge pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS, par les forces du pacte de Varsovie. Ils vont manifester sur une place, ils savent qu'ils vont se faire arrêter, taper dessus, emprisonner pour des années, mais ils refusent d'utiliser la violence. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont bouddhistes, forcément, mais parce qu'ils considèrent que la violence, finalement, sera un bon prétexte pour se faire écraser par l'État. Donc un dissident, il est non violent. Deuxièmement, et ça c'est un trait très important à mon avis, un dissident, c'est quelqu'un qui agit finalement de son propre chef. J'oserais même dire qu'un dissident, c'est un individualiste. C'est-à-dire qu'un dissident, c'est pas le petit soldat d'une organisation. Il fait pas un acte de
de résistance parce qu'on lui a dit de faire. Un dissident, c'est quelqu'un comme vous et moi qui un jour se dit c'est plus possible. Et donc qui, pour lui, alors évidemment il le fait souvent avec des amis, et au final parfois ça crée des groupes, mais qui décide qu'il ne peut plus supporter une situation. Alors ils sont presque tous comme ça dans le livre. C'est des gens qui à un moment se disent mais il y a des gens qui sont tués autour de moi, ils disparaissent au Mexique, et moi je vis ma petite vie. C'est des gens qui à un moment décident d'agir. Donc un dissident est non violent, il est individualiste, mais en tout cas il a une démarche personnelle et éthique. Et troisièmement, un dissident agit au grand jour. Un dissident n'est pas un clandestin. Un clandestin, c'est quelqu'un qui va, avec sa petite armée secrète, essayer de renverser un État. Un dissident, au contraire, c'est quelqu'un qui sort sur la place et qui décide de faire face au pouvoir C'est-à-dire que l'idée de la transparence, qui est si à la mode aujourd'hui, finalement, on peut la connecter à la dissidence, qu'au fond, Julian Assange ou Snowden, enfin les lanceurs d'alerte, il en a été fait état ici dans l'introduction, au fond, ce sont eux aussi les nouveaux dissidents. Le culte de la transparence, on nous cache, je voudrais savoir comment vous articulez ces deux valeurs-là. Je distinguerais deux démarches. Première démarche du dissident, ne pas se cacher. C'est-à-dire lui-même y aller, oser, manifester, publier un poème, une vidéo, etc. C'est-à-dire se mettre en danger. Ensuite, l'idéologie de la transparence, ou l'idée qu'il faut dévoiler tous les secrets des États, c'est autre chose. C'est deux phénomènes différents. Assange, d'après moi, c'est mon point de vue personnel, n'est pas exactement un dissident. Assange va dévoiler des courriers secrets. Alors, il le fait au nom de la transparence. Snowden est de l'intérieur, lui. Donc, est-ce que lui, c'est un dissident? Alors, Snowden, c'est plus compliqué, parce que Snowden, effectivement, travaillant à la NSA, étant de l'intérieur, service de renseignement américain qui surveillait le monde entier, pratiquement, décide de se mettre en danger en dévoilant des documents secrets, et surtout qui dévoilent l'ampleur de la surveillance américaine. Donc, je pense que l'idéologie de la transparence, c'est une chose, qui à mon avis d'ailleurs est assez critiquable, parce que je pense qu'il faut des zones d'ombre. Alors la question c'est la manière dont les États ou les individus s'en servent, etc. Mais l'idéologie de la transparence totale, c'est une chose. La dissidence, qui est le fait de se mettre en danger et de dévoiler des dysfonctionnements graves, c'est une autre chose. Alors voilà, donc pour reprendre, non-violence, démarche personnelle, avancée à visage découvert, pour moi c'est les trois caractéristiques des dissidents en général. Ils étaient comme ça dans les années 60-70. Et moi, mon idée, mon hypothèse de travail, c'était de se demander s'il y avait encore des dissidents aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que, pour revenir au début, dans les années 90, on s'est dit, ça y est, l'URSS a disparu, ça va être la démocratie partout dans le monde qui va s'installer progressivement. L'Iran va devenir une démocratie, la Chine va se démocratiser, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. On s'est rendu compte, à partir des années 2000, que ce n'était pas du tout ça qui se passait. Qu'il y avait des nouveaux autoritarismes, il y avait Poutine qui apparaissait, il y avait Erdogan qui apparaissait, ensuite il y a peu de temps, il y a Xi Jinping en Chine qui devient un leader extrêmement, beaucoup plus dur que ceux d'avant. Donc on se rend compte que... Les Philippines, il y a une semaine. Donc on se rend compte qu'en fait, le règne de la démocratie, c'est pas pour tout de suite. Donc mon hypothèse, je termine, c'est d'aller voir si des gens qui correspondaient au portrait des dissidents d'avant existaient ou non aujourd'hui. Et donc je suis allé enquêter. Sauf que, pardonnez-moi, Michel, mais par exemple, Rayhan, cette jeune Iranienne qui a 22 ans, qui est avec des amis, qui veut, vous vous souvenez du clip de Pharrell Williams, Happy, où en fait Pharrell Williams avait demandé au monde entier de se filmer pour faire un clip mondial géant. Elle le fait. Et en fait, le faisant, elle se fait inquiéter par la police et elle se retrouve dissidente de fait. Mais il n'y avait rien de choisi. Et y avait-il même quelque chose de politique, au fond? C'est encore une fois, pourquoi ce terme dissident pour elle, pour une fille comme ça? Alors, Rayhan, donc c'est quand je suis allé en Iran. Au départ, je suis allé enquêter sur les ayatollahs qui étaient contre le régime. C'est un truc un peu spécial. Et après, je me suis retrouvé à Téhéran. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en contact avec cette fameuse Rayhan Taravati qui, un an avant, avait donc publié sur les réseaux sociaux un vidéoclip où elle faisait une sorte de clip de la chanson de Pharrell Williams, Happy, une chorégraphie, mais où elle faisait deux erreurs aux yeux du régime. D'abord, c'était 3 filles qui dansaient avec 3 garçons, ce qui est absolument interdit en Iran. Et deuxièmement, les filles étaient sans voile. Et donc, elles l'ont quand même mis en ligne et elles l'ont, et c'est devenu un buzz planétaire.
Donc ensuite, elle a été vraiment inquiétée par la police, elle a été brutalisée, il y a eu un débat national autour de ça, etc. Bon, je l'ai rencontrée de manière clandestine, parce qu'elle n'avait pas le droit de rencontrer des étrangers. Elle m'a raconté sa vie. Et pour répondre à votre question, effectivement, c'est pas une Rehane Taravati qui est si courageuse, c'est pas une idéologue. Elle s'en fiche de la politique. Elle dit, moi j'aime mon pays, j'aime l'Iran. J'adore ce pays, j'ai pas envie de partir. Et puis ce système, je connais pas trop. Elle fait de la photographie de mode. Elle n'est pas du tout une intellectuelle ni rien. Elle dit j'aime mon pays. Par contre, je ne supporte pas qu'on me dicte comment je dois m'habiller, ce que je dois faire. Et donc Rehane est tout de même une dissidente, même si elle n'est pas politisée, dans le sens où elle m'a raconté que souvent elle enlève son voile, où elle le porte très mal. Vous savez, en Iran, pour ceux, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous soit allé, en fait, les Iraniennes, souvent, elles sont obligées de le porter, elles le mettent vraiment juste sur le sommet du crâne, et elles sont, comme on dit, mal voilées. Et donc, là, il y a la police des mœurs qui essaie de les attraper. Et ben, elle m'a raconté ça, et ses amis m'ont raconté ça, elle se voile mal, ou même carrément, elle enlève son voile, et ben, ils essaient de l'attraper, elle court. Elle s'enfuit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dans son caractère, est une dissidente, dans le sens où elle aime son pays, elle ne veut pas le quitter, mais elle ne supporte pas ces oppressions contre les femmes que sont l'interdiction de danser avec des garçons sur une vidéo et de porter un voile. Donc pour moi, d'accord, je le dis moi-même d'ailleurs dans le livre, c'est une dissidente glamour, c'est-à-dire c'est une fille de 24 ans qui a envie de s'amuser, etc. Mais c'est une dissidente parce qu'elle ne se laisse pas faire face à l'oppression du religieux en Iran. D'ailleurs, vous convoquez une notion que j'aime beaucoup, une notion grecque, ancienne. Vous expliquez que, en fait, ce qui provoque cette indignation, le fait de se dire que ça soit d'ailleurs purement politique ou périphériquement politique, comme cette question du voile et de la musique et de danser avec des garçons, qui est au fond tout à fait politique, c'est le thymos, que les Grecs, le thumos, qu'ils appelaient, c'est-à-dire cet endroit du corps entre le ventre et le cœur. Et vous voyez, c'est là que les langues anciennes aussi ont du bon. Quand on coupe les gens des langues anciennes, on les coupe aussi finalement de ces notions-là de rébellion. Alors donc pour vous, c'est ça, c'est connecté à cette notion grecque du thumos qui fait une espèce de courage tripal qui dit un moment, non, ça, même quels qu'en soient les dangers, je dis non. Oui, effectivement, c'est les philosophes grecs, notamment Platon, qui dit qu'il y a, d'accord, il y a la tête pour réfléchir, il y a le sexe et le ventre pour se reproduire et pour subvenir aux besoins vitaux, et entre les deux, il y a le cœur. Et dans le cœur, il y a un souffle, et en grec, ce souffle, c'est thumos. Et ce souffle, alors c'est intéressant parce que nous, les modernes, on a souvent tendance à dire que le cœur, c'est l'attendrissement, vous savez, l'idéologie, du soin, il faut avoir pitié, etc. Pour les Grecs, c'est pas du tout ça. Pour les Grecs, le thumos, le cœur, c'est, vous savez, comme chez Corneille, Rodrigue, as-tu du cœur? C'est-à-dire, révolte-toi. Qu'est-ce qui t'indigne ici? Et alors, ce sentiment d'indignation, il intervient à des moments où on ne s'y attend pas forcément. Mais c'est vrai que Platon nous dit qu'à des moments, le cœur se révolte. Et cette révolte, c'est une indignation souvent devant l'injustice. Et c'est exactement ce sentiment que j'ai retrouvé en discutant le plus longtemps possible avec ces dissidents que j'ai rencontrés dans plusieurs parties du monde. C'est-à-dire l'idée que, oui, nous menons tous une vie normale. Surtout, ce sont des gens ordinaires. Sont pas la plupart sont des gens ordinaires. C'est pas des chefs politiques, c'est pas des grands entrepreneurs. Non, c'est des citoyens, des gens. Et un jour, de manière souvent inattendue, ils ont cette indignation. Et cette indignation non politique qui pousse à Rehane Taravati à dire « tant pis, je poste sur les réseaux mon clip où je danse tête nue avec les garçons ». Et c'est la même indignation qui pousse le futur, sans doute le successeur du Dalai Lama, qui s'appelle le Karmapa, à s'enfuir du Tibet occupé par les Chinois, vraiment à ses risques et périls, et à rejoindre le Tibet libre en exil en Inde. Donc c'est vrai que c'est c'est une très belle manière, je trouve, d'exprimer cette origine de l'indignation dissidente. Et c'est ce qui fait le charme de votre livre aussi, d'être vraiment, on est en face de lui, de ce successeur potentiel du Dalai Lama, on est avec cette jeune fille à Téhéran. Comment vous avez procédé? Parce qu'on a l'impression que vous avez défini une sorte de carte avec plusieurs cercles. Effectivement, il y a les régimes autoritaires, il y a au fond les démocraties, parce que le Mexique, c'est pas une dictature, sauf que la démocratie est vérolée par le contact entre le monde du crime et le monde politique, mais au fond, c'est pas une dictature. Et on a l'impression que comme ça, vous êtes parti d'un centre et puis vous avez rayonné. Je voudrais
nous Oui. expliquer votre méthode. Alors c'est compliqué de faire un film sur le monde entier parce que c'est un livre qui a été très difficile à faire parce qu'il fallait effectivement faire des voyages et des voyages où je devais évidemment que je devais préparer de manière minutieuse avant, etc. Donc c'est un livre qui a mis 3 ans à faire, parce qu'il fallait que je fasse tous ces voyages. Et donc vraiment j'en profite pour remercier mon éditrice Sylvie Delassus, qui est présente de chez Stock, et Emmanuel Carcassonne, qui m'ont soutenu dans un projet voilà, qui est pas un livre forcément ultra commercial. C'est un livre d'engagement et qui nécessitait beaucoup de temps d'enquête. Et effectivement, je ne pouvais pas aller dans tous les pays. J'aurais adoré aller en Turquie. Bon, je ne pouvais pas en 3 ans aller partout. Donc j'ai décidé de faire effectivement des cercles concentriques. Alors le point de départ, bon, moi j'ai un nom russe, hein, c'est Elchaninov, donc la dissidence soviétique. Et votre grand-père était prêtre orthodoxe, c'est ça? Oui, mon grand-père était c'est prêtre ça. orthodoxe. Chez les Voilà. orthodoxes, les prêtres ont le droit de se marier. Voilà. Donc ils ont des enfants et des petits-enfants. Ça étonne parfois en France, mais j'avais un grand-père qui était prêtre orthodoxe, c'était un immigré russe des années 20, et mon père qui aidait déjà les dissidents soviétiques. Ouais. Donc c'est quelque chose qui tournait un peu dans ma... Donc d'abord la Russie, en fait. Vous avez commencé Donc par ça. la première Ouais. zone pour moi, c'était l'ex-URSS. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un régime où il y a des nouveaux dissidents, c'est la Russie et plusieurs des pays autour, notamment la Biélorussie. Biélorussie, dirigée depuis 25 ans par le même homme, Alexandre Loukachenko, qui a truqué les élections, changé la constitution plusieurs fois, qui a fait disparaître quelques opposants, qui en a mis en prison beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, les sanctions européennes ont été levées. Enfin bon, c'est une dictature. Donc, premier cercle, ex-URSS. Russie, puis aussi Ukraine, parce qu'il y a un personnage dont j'aimerais bien vous parler, que j'adore, le leader des Tatars de Crimée, Ah oui. qui est un ancien dissident, qui est devenu un nouveau dissident. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, ancienne URSS. Deuxième zone de dictature historique, la Chine, évidemment. En Chine, la dissidence souffre aujourd'hui de manière phénoménale. On a toujours un prix Nobel qui est en prison, prix Nobel de la paix qui est en prison. On a des dissidents qui sont tous les jours détenus de manière illégale. Donc la Chine. Alors la Chine, j'ai mon amie Marie Holzman, qui est une grande spécialiste de la dissidence chinoise, qui m'a donné des conseils. Elle m'a dit, ne va pas en Chine continentale, parce que tu vas mettre en danger les dissidents que tu rencontres. D'abord, ça va être très difficile, tu vas les mettre en danger. Donc c'est pour ça que je suis allé à Hong Kong, qui est une zone encore relativement libre. Mais, Et notamment à Macao, dans les casinos. Et vous avez le Exactement, récit je aussi raconte de tout. cette incursion, voilà, un casino vénitien. Et il y a des dissidents à Macao, figurez-vous. Et donc je suis allé à Hong Kong et je suis allé donc dans la capitale du Tibet en exil, qui s'appelle Dharamsala en Inde. Donc deuxième zone, la Chine. Troisième zone, des zones dictatoriales où il y a des dissidents traditionnellement comme en Iran, qui est quand même une dictature religieuse, hein, puisque c'est le guide qui a toujours le dernier mot, malgré un processus démocratique complexe. Donc troisième zone, les dictatures, l'Iran. Quatrième zone, les zones de guerre et de conflit, où il y a des injustices qui sont très anciennes. Et là, je suis allé dans un des points chauds, évidemment, et toujours irrésolu, hélas, des questions internationales, qui est Israël et la Palestine. Et là, j'ai rencontré, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une manifestation excusez-moi, de l'association, j'ai peur de Solidarité avec la Palestine, non, Collectif pour la Palestine. Donc là, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu en entrant, il y avait une manifestation de personnes qui réclament la libération des Palestiniens qui sont détenus de manière soit illégale, soit atroce dans les prisons israéliennes. Donc je suis allé aussi dans cette zone pour essayer de rencontrer justement des gens qui incarnaient un espoir. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des combattants du Fatah traditionnel, ni des militants pacifistes israéliens traditionnels. Et là, j'ai rencontré des Israéliens et des Palestiniens vraiment intéressants parce qu'ils échappent à tous les codes. C'est-à-dire j'ai vu des religieux israéliens qui sont pour la Palestine, alors que parfois d'ici, on s'imagine que tous les religieux israéliens suivent absolument Netanyahou. Et j'ai rencontré un activiste palestinien, un ancien du Fatah, révolutionnaire, qui a été combattant et qui aujourd'hui a construit une cabane de la non-violence. Et là encore, il n'est pas bouddhiste, hein, il a compris que la non-violence, c'était le... C'est vrai que cabane de la non-violence, dit comme ça, c'est... Oui, mais il faut y aller parce que c'est vraiment une cabane. Il venait d'installer l'électricité. Voilà. Donc, quatrième zone, les zones de conflit. Et cinquième zone, effectivement, les démocraties. Alors, le Mexique, il y avait un écrivain qui disait que c'était une dictature parfaite. Parce qu'effectivement, le Mexique, c'est une démocratie. On vote. Les présidents, d'ailleurs, n'ont pas le droit de se représenter.
Là, le président Peña Nieto actuellement ne peut pas se présenter pour les prochaines présidentielles. Les votes ne sont pas frauduleux, hein, d'après ce qu'on sait. Donc c'est une démocratie. Et pourtant, c'est un pays où l'imbrication entre le narcotrafic et les structures gouvernementales est réelle et démontrée par des multiples enquêtes et dont les victimes sont les pauvres citoyens mexicains. Je suis allé justement dans l'une des zones les plus graves du narcotrafic au Mexique, le Guerrero. Tous les jours, il y a des personnes qui disparaissent parce que soit elles ont été mêlées de près ou de loin à des affaires, on les a fait disparaître, des affaires de narcotrafic, soit tout simplement c'est des personnes qui ont vu ce qu'elles ne devaient pas voir. C'est-à-dire sur la route qui mène d'Acapulco aux États-Unis, à Mexico, puis aux États-Unis, toutes les nuits, il y a des convois de drogue qui passent, parce que tout Chicago, par exemple, est fourni en héroïne par le Guerrero. Il suffit d'être là au mauvais moment avec sa voiture et de tomber sur un barrage d'un narcotrafiquant ou un convoi, vous disparaissez. Donc le Mexique, c'est aussi une zone où il y a des dissidents. Voilà, parce que ce sont des gens qui doivent combattre des injustices terribles liées à la collusion entre l'État et le narcotrafic. Alors, il y a toute une galerie de personnages. Je vous invite vraiment à lire ces nouveaux dissidents. C'est très vivant. On voyage, on creuse vraiment dans la matière du monde contemporain. Comme il nous reste 5 minutes, Michel Tchalinov, il y a quand même un personnage. On va venir au chef des Tatars de Crimée, parce que je crois que vous voulez vraiment en parler. On terminera avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a des choses étranges. On rencontre le gendre d'un ayatollah en Iran, l'ayatollah Sistani, qui en fait, donc le gendre de l'ayatollah Sistani, qui est aussi un ayatollah, c'est l'ayatollah Shahrestani, qui lui s'oppose au mélange politique-religion. Donc c'est vrai qu'il y a des signes d'espoir formidables dans ce livre. Et puis il y a le chef des Tatars de Crimée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que d'ici, on a tendance à s'imaginer toujours des chevaliers blancs, etc. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est pour ça que je voulais absolument ne pas rencontrer ces gens lorsque, je sais pas, ils sont en voyage chez nous. Je voulais vraiment aller les voir chez eux. Et c'est vrai que du coup, j'étais allé voir des ayatollahs en Iran qui sont contre le Velayat e Faqih. Le Velayat e Faqih, c'est la clé de voûte du régime iranien. C'est la guidance du juriste religieux. C'est-à-dire qu'en gros, en Iran, le chef suprême, c'est le guide. C'est le juriste religieux qui dirige. Et bien, en Iran, il y a des religieux, qui sont souvent même des ayatollahs, qui sont contre ce mélange, qui disent non, nous, on est un pays religieux, on veut avoir nos fidèles, mais on ne veut pas se mêler de politique. Et donc, je me suis retrouvé à petit déjeuner. Alors ça, c'est grâce au hasard aussi des rencontres. J'étais en contact avec le médecin personnel des ayatollahs. Donc, il les a fait rencontrer. Normalement, il ne rencontre personne. Mais il nous a fait... bon, au moins, il est bon. Et en tant que médecin, c'est-à-dire que c'est un neurologue, et eux, ils ont souvent plus de 100 ans. Donc, il est très bon. Et donc, du coup, j'ai rencontré effectivement des gens qui sont des personnes qui nous paraissent quand même étranges en termes d'image qu'on peut se faire du combattant des droits de l'homme. D'ailleurs, qui ne sont peut-être pas forcément des combattants des droits de l'homme, mais qui sont des gens qui, à leur manière, font bouger leur pays. Voilà. Et on termine, parce qu'il faut libérer la salle, par le chef des Tatars de Crimée. Alors oui, le chef des Tatars de Crimée, en fait, c'est le personnage qui ouvre mon livre. C'était un dissident soviétique à l'époque de Brejnev, qui avait fait 10 ans de camp et qui ensuite a pu revenir dans sa patrie, qui est la Crimée, où il y avait beaucoup de Tatars qui avaient été déportés par Staline. Il revient dans son pays en 89 et ping, en 2014, les troupes russes s'emparent de la Crimée. Et donc aujourd'hui, Mustafa Djemilev, qui est le chef des Tatars de Crimée, se retrouve à nouveau dissident par rapport aux Russes qui avaient déjà occupé sa péninsule. Juste un mot, si vous permettez, un mot très important. Tout à l'heure, on a parlé d'une Mexicaine, Citlali Miranda. En fait, le prix que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Cette Mexicaine, c'est quelqu'un qui, dans le Guerrero, recherche les restes des disparus afin de forcer l'État à les identifier et à les rendre à leur famille. Cet été, j'étais en vacances, elle est dans mon livre, Citlali, c'est quelqu'un de très très courageux. Je reçois un message d'elle. Tout son groupe de son collectif qui s'appelle Les Autres Disparus est menacé de mort par les narcotrafiquants et les groupes criminels liés avec eux. Donc Citlali Miranda, c'est quelqu'un qui devait être là aujourd'hui. Je lui ai proposé de venir ici pour se réfugier 1 mois en France. Donc elle va arriver demain parce qu'il y avait un problème de visa. Mais donc c'est quelqu'un qui aurait dû être là aujourd'hui, quelqu'un de très courageux et qui va, pendant 1 mois, se mettre au vert en France pour éviter de se faire tuer au Mexique. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce livre, il contient des histoires réelles, des histoires qui continuent.
C'est-à-dire que malheureusement, les personnes que j'ai rencontrées sont souvent en danger, soit d'emprisonnement, soit de mort. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu inviter Citlali Miranda, qui va donc passer un mois en France. Donc si vous êtes intéressé par la rencontrer ou la faire connaître, venez me voir. Et puis ça m'a fait réfléchir à une chose, c'est qu'effectivement cette dissidence, aujourd'hui, elle existe partout dans le monde, que ces dissidents entre eux ne se connaissent pas, et que moi, ce que je voudrais, c'est comme il y a une mondialisation de l'économie, une mondialisation aujourd'hui des autoritarismes, qui est aussi une mondialisation de la dissidence. Donc j'ai décidé, avec quelques amis, on s'est réunis il y a 3 jours, on a décidé de créer une association, enfin un collectif pour l'instant, on verra ce qu'on pourra faire, pour justement que tous ces dissidents dans le monde, qui sont des personnages, vraiment des belles personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puissent se connecter entre elles, puissent se rencontrer et puissent finalement s'entraider les unes les autres pour combattre des injustices. Donc voilà. Donc, et le nom du collectif ? Je pense qu'on va appeler ça le Forum de la Dissidence. Le Forum de la Dissidence. Le Forum de la Dissidence, avec l'idée que ces gens-là qui ne se connaissent pas puissent se réunir, s'échanger des textes, des infos. Aussi, voilà. puis... Donc c'est pour vous dire que ce livre-là, c'est des gens réels et concrets et qu'on va essayer de faire suivre ça par des actions réelles et concrètes. Bravo Michel Tchaninov. Et avec en plus des allers-retours avec la grande période de dissidence des années 70, 68. Voilà. Et des portraits de femmes et d'hommes absolument formidables. Bravo à vous et bravo au jury de l'avoir récompensé. Vous signez quelque part ou Merci pas le livre Je crois que je vais signer à la librairie Didier, sous la tente. Voilà. Je vais y aller. Tous à la librairie Didier.